أشاينا من عين مليلا 7 أيام على رجلنا أصلنا لجبال كنبينا فرنسا تسركان علينا الباط وقازكنا رجلنا كرتو شرق الطاس درينا رجال يموتوا بلا شيد فينا رجال تموت بلا شيد فينا واسمح لي هاي الأمومة الرفال على كتفيا لا جمال على عينيا جمال على عينيا نموت على وطنيا أباط جارها اللي بكات بشهر رمضان اللي فات سامعت سعيدة وبكت قالت خيل مات ما تبكيش هاي عينيا ما تبكيش على ابن الشهيد ابكي على ضحكين بعدين ولا حجر رومية الحرب أشاينا من عين مليلا 7 أيام على رجلنا أصلنا لجبال كنبينا فرنسا تسركان علينا الباط وقازكنا رجلنا كرتو شرق الطاس درينا رجال يموتوا بلا شيد فينا رجال تموت بلا شيد فينا واسمح لي هاي الأمومة الرفال على كتفيا ensemble pour commémorer ces événements désastreux et affreux que nous savons un petit peu les conséquences qui se sont passées. Mais pour revenir au 8 mai 1945, il faudrait situer un petit peu le contexte. Donc il y a en principe 3 ou 4 étapes. Donc la première, c'est parler un peu brièvement, bien sûr, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est le point de départ du 8 mai 1945. Donc nous savons que les Alliés ont débarqué en Normandie en 1944, en France, que justement l'opération cette opération a été un petit peu supervisée à partir d'Alger. Peut-être que c'est une information, puisque le général Eisenhower, il avait siégé à l'hôtel Saint-Georges, Jazair aujourd'hui. Donc il avait une chambre dans cet hôtel qui était devenu son quartier général ou l'état-major, et il avait supervisé un petit peu les opérations du débarquement. Ils étaient là à partir de novembre 1943 jusqu'à juin 1940. Donc le deuxième événement qui s'est passé, c'est que les soviétiques ou l'armée soviétique était déjà aux portes de l'Allemagne. Donc c'est en avril 1945 que Hitler va se suicider, et le 2 mai 1945, c'est Berlin qui va tomber. Donc elle va tomber face à l'armée soviétique, et là, c'est la fin du Troisième Reich. Donc on aura la suite, donc il y aura 2 armistices qui vont être signés. La première va être signée le 7 mai en France, et la deuxième qui va mettre fin définitivement à la Deuxième Guerre mondiale va être signée le 7 mai 1945, donc à Berlin même. Donc là, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Là, on arrive au deuxième contexte dont il faudra en parler, c'est la situation politique de l'Algérie à cette époque-là. Donc ces années-là d'effervescence, puisqu'il va y avoir plusieurs événements qui vont suivre justement. Et je rappelle que justement les Algériens ont participé à cette guerre-là malgré eux, parce qu'il y avait une circonscription, que c'était la même que durant la Première Guerre mondiale, donc en 1916, quand ils ont obligé tout Algérien valide âgé de 17 ans et plus était incorporé d'office à l'armée coloniale. Donc durant la Deuxième Guerre mondiale, ce sont 233 000 à peu près Algériens qui vont participer à cette guerre. Ils vont être incorporés à 2 armées, l'armée d'Afrique et l'armée d'Orient.
Et donc on arrive au contexte. Il faut dire que les émeutes du 8 mai, ce n'était pas, peut-être que certains pensent que c'était spontané, c'était pas spontané, c'était préparé par une classe nationale et politique qui a commencé en 1943 avec la création du manifeste du peuple algérien, qui n'est pas justement le produit de Farhat Abbas comme certains le pensent, mais c'était un groupement de personnalités algériennes qui appartenaient au PPA, donc justement c'est celui de Farhat Abbas, mais le MTLD de Missali El Hadj, il y avait l'association des étudiants de musulmans de l'Afrique du Nord, et il y avait notamment les ulama. Donc, ils se sont réunis à Alger, au fait, en 1943, dans la maison de l'avocat Mohamed Boumendjel, donc M. Ali Boumendjel, Mohamed Boumendjel. Ils sont réunis chez lui pour justement discuter un petit peu de la situation de l'Algérie à cette époque-là, d'autant plus qu'ils se sont appuyés sur ce qu'on appelait la charte de l'Atlantique, c'était au départ une discussion entre Eisenhower et Churchill dans l'océan, je ne sais pas, sur un bateau de guerre. Donc ils avaient discuté justement de faire cette charte pour permettre au peuple de disposer d'eux-mêmes. Donc cette collaboration entre ces personnalités algériennes, ils se sont basés sur celui-là. Donc il y avait bien sûr Farhat Abbas, il y avait Asla Hussein, il y avait Lamine de Barine, de la partie des ulama algériens, il y avait oh là, j'ai oublié son nom. C'est un martyr qui a été atrocement de toute façon tué, c'est lui qui a été... Pardon? Oui. Ça a été vraiment assassiné, dans l'acide, enfin c'est une histoire affreuse. Donc il y avait notamment des élus musulmans qui étaient élus pour les Français, ils étaient élus dans les circonscriptions, donc il y avait des médecins comme Tamzali, etc. Donc ils ont décidé de faire ce manifeste-là, et c'est eux qui ont donné à Farhat Abbas de le rédiger. Donc Farhat Abbas va le rédiger dans sa maison qui était au-dessus de sa pharmacie à Sétif. Il va être publié en février 1943, et à partir de ce manifeste, il va y avoir une autre création de ce qu'on appelle les Amis du manifeste du peuple algérien. Donc c'est eux qui vont pousser à ces manifestations, c'est eux qui vont préparer ces manifestations. Donc il va y avoir, quand il y a eu bien sûr l'euphorie de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et que tout le monde était dans les rues, les Algériens devaient aussi sortir dans la rue. Donc l'idée était de sortir bien sûr pour célébrer la libération et la fin du diktat, comme on dit, nazi. Et les autorités françaises avaient accepté qu'il y ait des manifestations à condition qu'il n'y ait pas de slogan politique, ni bien sûr de drapeau algérien. Les Algériens vont commencer à sortir. Il y aura au départ dans les 8000 dans les rues de Sétif, et les mots d'ordre étaient bien sûr l'indépendance de l'Algérie, la libération de Missali El Hadj, parce que Missali El Hadj, à cette époque-là, il était en prison. Il faut dire que Missali El Hadj, à partir de 1932, de la création de l'étoile nord-africaine, il lui est en prison. 2 ans, il sort, il est en résidence surveillée, donc il n'a pas pu participer au fait à la réunion des nationalistes algériens, mais il y avait des membres de son parti. Il avait donné son accord, parce qu'on avait eu recours à lui, il avait donné son accord pour justement signer le manifeste. Et là, il va y avoir un jeune Algérien, un jeune des scouts musulmans algériens, qui avait même pas la trentaine, il avait peut-être entre 25 et 28 ans. Il s'appelait Bouzidi Sal. Donc il va hisser le drapeau algérien. Il va être tué sur le fait par un policier. C'est là le départ des émeutes. Au départ, c'était des émeutes entre les Algériens et les civils français. Il faut dire aussi que j'avais oublié de rappeler
qu'à partir de 1943, il y avait des rapports des services secrets américains qui alertaient les Français qu'il va y avoir des troubles dans le Constantinois. Et déjà qu'il y avait une effervescence puisque les civils européens commençaient à s'armer déjà à cette époque-là, bien avant les émeutes, ils commençaient à s'armer puisqu'il y a eu déjà des émeutes le 1er mai 1945 à Oran, à Alger, à Tébessa, à Sétif, il y a eu des morts. Donc là, les premières émeutes vont commencer. Et c'est là le départ du massacre du 8 mai 1945. Il faut dire que il y a eu la pression sur Sétif avant que les émeutes n'aillent vers Kharrata également et les autres régions. Ça va aller jusqu'à une petite Kabylie, dans les montagnes, les régions. Il y a eu des émeutes un peu partout. Cette époque-là, c'était le gouvernement provisoire français qui gérait. C'était Charles de Gaulle qui était à la tête de ce gouvernement. Et le 11 mai, il va donner l'ordre à l'armée d'intervenir, clairement. Donc il va y avoir l'armée qui va intervenir. Donc il n'y aura pas que les blindés ou là, il va y avoir l'aviation militaire, il va y avoir même les avions de guerre qui vont attaquer, qui vont bombarder à partir des côtes. Bjaïa par exemple, Apouas a été bombardé. Il y aura des obus sur Sétif, à peu près 200 obus vont tomber sur Sétif. Ils vont bombarder les villages et les villes. Là où il y a une petite une manifestation, ils vont agir. Bien sûr, la répression va toucher notamment les membres les amis du manifeste du peuple algérien. Ils vont être persécutés, ils vont être emprisonnés, torturés, certains ils vont être tués. Après, Kharrata, c'est clairement la légion étrangère qui va pénétrer à Kharrata le 11 mai 1945 vers 22h. Ça va être un massacre total. Donc il y aura même des vivants qui vont être jetés dans les gorges de Kharrata. Ils sont connus, les gorges de Kharrata, dans les ravins là. Et à partir de là, le massacre va commencer, va plutôt se poursuivre jusqu'au 22 mai 1945. Au total, c'est le PPA qui a donné le premier chiffre. Donc au total, ça va être 45 000 Algériens qui vont être massacrés. Les Français, ils ont donné approximativement le chiffre de 2600. Et ils parlaient d'incidents, pas de vraiment, ils n'ont jamais reconnu de toute façon. Ils parlaient juste d'incidents regrettables. Et l'histoire va être bouclée entièrement jusqu'en 1960. Donc jusqu'en 1960, les gens vont commencer à parler un peu des émeutes et de ce qui s'est passé le 8 mai 1945. Je rappelle à Sétif, Galma, Kharrata, la petite Kabylie, toutes les régions qui étaient limitrophes, donc ce qu'on appelait à l'époque, c'était le Constantinois, donc c'est la circonscription de Constantine. Il faut attendre les premiers travaux des historiens pour qu'ils puissent commencer à donner des chiffres, bien qu'ils avancent. Les plus récents travaux donnent approximativement le chiffre de 30 000 Algériens assassinés. À peu près, il y aura dans les 2600, 3000 civils français qui aussi ont été tués durant cette période-là. Et là, ça reste... les archives, bien sûr, il n'y a pas eu accès à ces archives-là. Les premiers qui ont eu accès, c'est les Français. Comme on dit, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc, les Français, il y a eu beaucoup de livres sur le 8 mai 1945. Je ne sais pas à quel moment les Algériens ont pu accéder à ces archives-là. Je ne sais pas s'ils ont pu déjà accéder ou s'il y a des historiens qui sont intéressés, qui sont partis pour voir. Il y a un petit élément justement sur le drapeau algérien, parce qu'il ne reste pas très clair sur sa conception, sur comment il est apparu, à quel moment il est apparu. Mais dans les archives de la gendarmerie française de l'époque,
Donc dans le rapport de général de la gendarmerie de l'époque, il avait mentionné que le drapeau était bien sûr blanc et vert, et il y avait à cheval l'étoile rouge et le croissant, mais il avait mentionné que dans le coin il y avait une main où c'était écrit Allahu Akbar. Donc il y avait une main. Ça, c'est le drapeau qu'avait hissé Bouzidé et Saad avant d'être assassiné. Donc c'est le premier martyr du 8 mai 1945. Et là, ça reste maintenant une histoire que les Français ne veulent pas encore assumer, malgré la pression de l'Algérie pour le faire admettre comme étant un crime de guerre, un crime contre l'humanité. C'est comme ça qu'aujourd'hui on continue à commémorer cet événement douloureusement, en attendant peut-être qu'il y ait un peu plus d'éclaircies sur ça, plus d'archives qui vont être ouvertes afin qu'on puisse travailler aisément sur ces archives-là. Voilà, je ne voulais pas trop tarder, je voulais donner les grandes lignes qui pourront être des lignes à débat et plus faciles à gérer, à ingérer en fin de soirée. Voilà, merci pour votre attention. Merci à vous. Merci beaucoup.